Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline Capmas, journaliste, autrice et créatrice de contenu. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Grossophobia, le podcast qui déconstruit les idées reçues sur le poids et met en lumière la grossophobie ordinaire à travers des décryptages, des interviews et des témoignages. Pour ne manquer aucun épisode, je vous invite à vous y abonner sur votre plateforme d'écoute, mais aussi à suivre le compte Instagram Grossophobia Podcast. Si vous aimez ces ressources, n'hésitez pas à les liker, à les commenter et à les partager autour de vous. Grossophobia. À l'adolescence, j'ai atteint le seuil de l'obésité tel qu'il est qualifié d'un point de vue médical, c'est-à-dire par le prisme de l'IMC, l'indice de masse corporelle. J'étais en 3e et je pesais presque 89 kg pour 1m65. Au lycée, j'ai perdu 26 kg. Mon poids est devenu normal, dans ce que l'on considère comme la norme en tout cas. Pourtant, j'ai continué à me voir grosse. J'entendais encore les insultes et moqueries de mes harceleurs du collège. Je sentais encore planer le regard acéré de mes proches sur mon assiette. J'ai donc continué les régimes. Je m'imposais des restrictions alimentaires et une séance de sport tous les matins. Et sans m'en rendre compte, j'ai glissé vers les troubles du comportement alimentaire. Très vite, je ne mangeais plus que 600 calories par jour. Et à cette période-là, je me sentais puissante. Dans ma vie d'adolescente, encore très contrôlée par les adultes, j'avais enfin du contrôle sur quelque chose, mon corps. Enfin, c'est ce que je croyais évidemment. Je me sentais forte, en parfaite maîtrise de moi-même. Alors qu'en fait, j'étais totalement aliénée par la peur de grossir. Je hurlais sur ma mère si elle avait le malheur de mettre trop de nourriture dans mon assiette. Je donnais des leçons de morale à mon beau-père au sujet des calories des plats qu'il préparait. Je me fâchais avec ma grand-mère sur les quantités d'huile qu'elle versait dans sa poêle. La seule exception, c'était la soirée pizza du vendredi soir, une semaine sur 2. Ce jour-là, je m'autorisais à commander la pizza pour enfants. Jusqu'au jour où même ce petit plaisir a commencé à me faire culpabiliser. Alors, j'ai commencé à me faire vomir. D'abord, uniquement à ce moment-là. Puis, de plus en plus souvent. Parfois, affamée, je croquais dans un morceau de pain en passant dans la cuisine. Puis, prise de panique, j'allais aussitôt le recracher dans la poubelle. À cette période, je me pesais quasiment tous les jours. À chaque kilo en moins, j'étais galvanisée, emplie de joie et de ce sentiment de puissance, de contrôle. Mais si j'avais le malheur de reprendre quelques grammes, je me privais encore davantage. Je me faisais encore plus vomir. J'avais beau maigrir, ce n'était jamais assez. J'étais rentrée insidieusement dans l'anorexie mentale. Et personne ne s'en est jamais rendu compte. Pourquoi ? Tout simplement parce que je n'étais pas maigre. Je ne ressemblais pas à ces filles squelettiques, au visage émacié, auxquelles on pense presque systématiquement lorsqu'on parle d'anorexie. J'étais tout simplement passée de l'obésité au surpoids, puis du surpoids à un poids considéré comme normal. Alors, tout le monde me félicitait. Tout le monde m'encourageait. Personne ne voyait le problème derrière cette perte de poids rapide, presque spectaculaire. Et même si j'avais conscience que me faire vomir n'était pas tout à fait normal, il m'a fallu beaucoup de temps avant de réaliser qu'en fait, j'étais malade. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Marie-Lou Morin, nutritionniste à Montréal et créatrice de Manger en harmonie. Dans cet épisode, nous allons en apprendre plus sur les troubles du comportement alimentaire. Comment est-ce qu'ils se développent ? Quelles sont les populations les plus à risque ? Quels liens entretiennent-ils avec notre société patriarcale et la culture des régimes ? Quels sont les préjugés les plus répandus au sujet des troubles du comportement alimentaire ? Peut-on en sortir et si oui, comment ? Je vous souhaite une très bonne écoute. Grossophobia. Bonjour Marie-Lou. Bonjour Pauline. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être présente sur ce podcast. Vraiment, merci de l'invitation. Très contente d'être ici. Pour commencer, si vous voulez, je peux vous laisser vous présenter en quelques mots pour les personnes qui nous écoutent. Oui, bien sûr. Donc, Marie-Lou Morin-Laferrière, je suis diététiste nutritionniste. Je pratique dans la province du Québec depuis maintenant plus de 12 ans. J'ai travaillé avec différentes clientèles au fil de ma carrière, mais maintenant, je me concentre principalement avec les clientèles souffrant de troubles du comportement alimentaire, des enjeux reliés à l'image corporelle, reliés au comportement alimentaire de façon générale, en utilisant entre autres des outils comme l'alimentation intuitive.
Donc, j'ai mon entreprise qui offre des services en ligne, qui s'appelle Manger en harmonie, donc qui est vraiment pour des services à la clientèle. Et j'ai aussi, je suis copropriétaire d'une autre entreprise, Pratique Inclusive, qui offre de la formation pour les professionnels de la santé dans toute la francophonie, qui voudraient apprendre un petit peu plus justement comment intégrer une approche inclusive à l'égard du poids dans sa pratique. Fait que, grosso modo, je pense que ça fait le tour. Alors cet épisode est axé, sur les troubles du comportement alimentaire. Du coup, est-ce que vous pouvez, définir tout simplement, qu'est-ce qu'un trouble du comportement alimentaire? Oui, en fait, c'est un désordre qui est très complexe. Hein? Donc, d'entrée de jeu, je vais simplement nommer que les troubles du comportement alimentaire font partie du DSM-5, donc ce qui est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Donc, il y a vraiment des critères diagnostiques très précis, donc pour avoir l'étiquette, si je peux dire, d'un trouble du comportement alimentaire. Donc, on pourrait définir ça comme des comportements, des attitudes, des émotions face à notre corps, face au poids, face à la nourriture, qui sont perturbés. Donc, tout ça va amener un certain niveau de souffrance et de détresse chez la personne. Ça va affecter son quotidien. Donc, ça, c'est vraiment quand on parle de troubles du comportement alimentaire. Donc, critères diagnostiques dans le manuel statistique de diagnostic et statistique, pardon. Mais pourquoi je mets vraiment l'accent là-dessus, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui vont avoir une relation désordonnée ou une relation malsaine ou une relation souffrante envers leur corps et la nourriture, puis ils vont pas répondre à ces critères de diagnostic-là. Mais ça veut pas dire que leur souffrance devrait être minimalisée ou devrait être ignorée. C'est tout aussi sérieux. Donc, dans des conditions comme ça, diagnostic ou pas, il y a une souffrance, il y a un besoin, puis on mérite d'avoir de l'aide à ce moment-là. Quels sont les principaux, TCA, donc troubles du comportement alimentaire, connus et comment, se manifestent-ils? Oui, ben j'énumérerai pas tous les critères diagnostiques parce que là, Mmh. on en aurait juste pour 1 heure. Bien sûr. Mais souvent, on va entendre parler de l'anorexie mentale ou souvent, short, on va dire simplement anorexie, qui est en fait de la restriction alimentaire. Donc, vraiment une restriction au niveau des apports alimentaires. Il peut aussi avoir des impacts au niveau des comportements de l'activité physique, donc du mouvement. Donc, on va bouger beaucoup. Donc, ces comportements-là vont engendrer une perte de poids significative. Il va vraiment avoir la peur intense là, de prendre du poids. Peu importe le poids de la personne, il y a cette peur intense de prendre du poids. Donc, c'est pas une simple préoccupation, c'est vraiment, là, il y a une peur qui est là. On va aussi entendre souvent parler de la boulimie mentale, ou communément appelée la boulimie, où là, on va avoir des compulsions alimentaires. Donc, on va manger des grandes quantités de nourriture rapidement dans une courte période de temps, souvent. Et il va y avoir des comportements compensatoires. Comportements compensatoires, on peut penser par exemple à des vomissements provoqués. Hein? Donc, on veut faire sortir cette nourriture-là de notre corps. L'utilisation de laxatifs, de diurétiques, des techniques comme le jeûne, par exemple, ou l'exercice physique excessif dans une intention de, entre guillemets, brûler ces calories-là. Donc, il y a un comportement compensatoire. Cette notion-là est importante quand on parle de boulimie. C'est ce qui va le différencier de l'hyperphagie ou des accès hyperphagiques ou hyperphagie boulimique. Il y a plusieurs termes utilisés. Où là, on va avoir les compulsions alimentaires. Donc, ces grandes quantités de nourriture mangées frénétiquement en courte période de temps, souvent en cachette. Il n'y aura pas de comportement compensatoire. Donc, c'est vraiment ça une des différences majeures entre la boulimie et les accès hyperphagiques. Il y a d'autres types de troubles alimentaires qui sont peut-être moins fréquemment discutés ou nommés. On va souvent nommer anorexie, boulimie, mais il y en a plusieurs autres. Entre autres, puis je veux noter celui-là parce qu'il est plus fréquent qu'on le pense. Souvent, ils vont être mal diagnostiqués ou en fait, c'est un peu plus complexe, là. Mais c'est le trouble de restriction ou évitement de l'ingestion d'aliments, communément appelé ARFID en anglais. Donc là, on a vraiment un manque d'intérêt marqué envers la nourriture. Ça peut être en raison d'aversion sensorielle ou ça peut être une réponse anxieuse très forte là, ou phobique suite à par rapport à un certain groupe d'aliments ou certains aliments, par exemple.
Fait que, si on peut voir quelqu'un, par exemple, qui aurait développé cette peur intense de vomir, par exemple, ou d'être malade suite à l'ingestion de certains aliments, puis se mettre à restreindre vraiment beaucoup, puis ils mangent plus beaucoup d'aliments où ça cause une très grande anxiété. Il y a aussi, il y a deux, puis on y reviendra peut-être plus tard là, au courant de la discussion, parce que c'est pas des diagnostics officiellement reconnus dans le DSM. On parle de la dysmorphie musculaire, donc communément on peut appeler la bigorexie. Donc ça, c'est une tendance excessive à l'exercice. Donc donc c'est vraiment des gens, c'est plus focusé au niveau de l'exercice physique plutôt que l'alimentation. C'est dans une intention de développer la masse musculaire. D'accord. Donc, c'est vraiment cet hyper-focus sur la masse musculaire sur le corps. Et on retrouve aussi l'orthorexie, qui est comme cette obsession de bien manger, entre guillemets. Hein? Donc, c'est à l'égard d'une saine alimentation. Puis après ça, on a tout ce qui se retrouve dans les troubles alimentaires non spécifiques. Mm-hmm. Donc ça, c'est un peu un fourre-tout de... On a des enjeux à propos de notre image corporelle, à propos de nos comportements alimentaires, nos attitudes, nos émotions en lien avec le corps et l'alimentation, mais on répond pas aux critères diagnostiques. Mais il y a quand même un enjeu, donc on met ça dans le trouble alimentaire non spécifique. Est-ce que certaines populations sont plus touchées par les troubles alimentaires que d'autres? La littérature va nous dire que oui. Donc, il y a des données qui démontrent qu'il y a quand même une prédominance chez les femmes. Par contre, les troubles alimentaires peuvent vraiment affecter n'importe qui. Puis quand on dit n'importe qui, là, c'est vraiment peu importe le poids, peu importe l'âge, l'identité de genre, les origines ethniques, nos capacités. Vraiment, n'importe qui pourrait être affecté ou touché par un trouble alimentaire. Mais les données nous démontrent une prédominance chez les femmes. Fait que c'est peut-être pour ça qu'on entend plus souvent des troubles alimentaires associés aux femmes, au genre féminin. Je me demandais justement, est-ce que c'était peut-être sociétal aussi? Il y a peut-être une pression qui est plus forte chez les femmes et du coup, forcément, ça entraîne peut-être plus de troubles alimentaires chez les femmes. Effectivement. On vit dans une société qu'on dit patriarcale. Donc, les femmes sont davantage jugées sur leur apparence que les hommes. Hein. Donc, c'est pas étonnant là, que cette pression-là d'avoir un corps qui plaît au regard masculin. On est dans une société influencée aussi par la culture des régimes, hein, qui nous dit qu'on peut facilement modifier notre corps et notre apparence physique à travers l'alimentation. Donc, si on va avoir un corps, entre guillemets, désirable et valable dans notre société, il faut qu'il soit mince. Et on peut y arriver, encore là, entre gros guillemets, à travers le contrôle de notre alimentation. Fait que oui, absolument. Ce qu'on vient de nommer ici, en fait, ça s'appelle le concept d'intersectionnalité, qui est un concept qui a été défini par Kimberly Crenshaw il y a plusieurs années de cela, là, dans les années 80, si je me trompe pas, qui dit qu'on peut pas prendre juste une identité. Hein. Donc, c'est vraiment la multiplicité des identités d'une personne qui va... C'est des formes croisées, en fait, là, cumulatives d'oppression sur la personne qui va influencer ses comportements puis son expérience de vie. D'accord. Ça me fait rebondir justement sur une enquête Ipsos pour Care que j'ai trouvée en faisant des recherches pour le podcast, qui a été effectuée en 2022. Elle révèle que 44% des femmes en France ont connu des périodes de déséquilibre alimentaire. Donc je me demandais justement comment s'explique un chiffre aussi énorme. Est-ce que ça révèle sur notre société? Est-ce que c'est justement intrinsèquement lié à cette culture patriarcale? Est-ce qu'il y a d'autres enjeux? Absolument. Absolument. Puis là, vous sortez des données en France, c'est vraiment très similaire ici au Québec. Là. J'avais trouvé justement, en préparant aussi, là, il y avait une étude, une enquête dans les années 2022 aussi, là, qui avait démontré que 62% des Québécois, Québécoises âgés de 14 ans et plus souhaitaient perdre du poids. Fait que c'était pas tant au niveau des équilibres alimentaires, mais vraiment qu'il y avait ce désir-là de modifier leur corps, d'amener le poids à la baisse. Et quand on constate qu'on est dans une société, oui, patriarcale, mais grossophobe aussi, hein, donc il y a la grossophobie qui est présente, cette stigmatisation
de la grosseur, cette valorisation de la minceur qui veut tout dire. Hein, il y a tous les préjugés associés à ça. La minceur est mise sur un piédestal. Donc, le succès, le bonheur, l'intelligence, et tout ça est associé à la minceur. Et l'inverse, associé à la grosseur. Fait que c'est compréhensible qu'une personne veuille perdre du poids ou contrôler son alimentation. Il y a personne qui souhaite se faire stigmatiser. Et ça vient d'un autre système d'oppression qui est qu'on appelle la santéisation, ou en anglais, ils appellent ça le healthism, qui va présenter la santé. Et là, dans notre contexte, la santé est reflétée par un corps mince, n'est-ce pas? Oui. Donc, il y a ce proxy-là qui est fait aussi, mais qui va présenter la santé comme une obligation morale. Donc, c'est notre devoir individuel de nous maintenir en santé. Et là, quand nos habitudes de vie sont perçues comme bonnes pour la santé, ben là, on est félicité, là, on est admiré. Donc, on a des, entre guillemets, bons comportements, on est une bonne personne, on contribue à la société, c'est une bonne chose. Et à l'opposé, ben, quand on n'a pas des, entre guillemets encore, bons comportements alimentaires, bonnes habitudes de vie, ou on a un corps qui, selon les stéréotypes, ne reflète pas ces bonnes habitudes de vie-là, ben là, on va être stigmatisé, on va être discriminé. Donc, il y a plusieurs systèmes d'oppression qui sont en jeu ici. Je les énumérerai pas toutes parce que on pourrait peut-être en discuter dans un autre contexte, mais quand on parle d'homophobie, de transphobie, quand on parle de cynisme en anglais, de capacitisme, de racisme, tout ça influence notre relation au corps et nourrit la grossophobie et la culture des régimes, en fait. Fait que oui, c'était une très bonne question. Alors du coup, je me demande justement ce lien entre la grossophobie, le culte de la minceur, la culture des régimes, il est très fort. Et est-ce que ça peut, pour revenir donc dans le sujet des troubles du comportement alimentaire, est-ce que ces éléments sociétaux peuvent déclencher ou renforcer des troubles du comportement alimentaire? Absolument. Et c'est toujours important en tant que professionnel de la santé de prendre ça en considération. Donc, quelles sont les identités, quelles sont les expériences de vie d'une personne qui influencent son rapport à son corps et à sa nourriture? Donc, je suis pas ici pour parler des expériences de tous et chacun qui subissent justement cette discrimination et ces oppressions-là. Je peux pas parler en leur nom, mais c'est important de prendre ça en considération. C'est donc une personne qui vit de l'intimidation, qui vit de la violence. Tu sais, ça peut être très violent, là, la discrimination à l'égard de peu importe nos identités. Donc, une personne qui va inconsciemment utiliser un trouble alimentaire comme mécanisme de protection, il faut comprendre ça. D'accord. Ouais. C'est un filet de sécurité, en fait. Donc, il y a une fonction à ces comportements alimentaires-là. Donc, ça vient pas d'une volonté individuelle de dire tiens, aujourd'hui, je vais restreindre mon alimentation et j'aurai le corps... bon, il peut avoir cette partie de réflexion-là, mais l'enracinement est beaucoup plus profond. Ça me semble justement, oui, assez paradoxal parce que, comme vous disiez tout à l'heure, on estime que les corps minces sont des corps en santé, que les corps gros sont forcément malsains, ont des mauvaises habitudes. Alors que la science a largement démontré que on peut être gros et en bonne santé, et à l'inverse, on peut être mince, avoir de très mauvaises habitudes, également souffrir de troubles alimentaires et donc de ne pas être en santé. Enfin, voilà, ça me semble vraiment assez paradoxal, et c'est aussi mon but aujourd'hui, c'est d'expliquer pourquoi la grossophobie peut entraîner des troubles alimentaires, que finalement la santé mentale est aussi importante que la santé physique. Et voilà, et ça m'amène à ma question suivante. Est-ce que les troubles alimentaires peuvent favoriser le surpoids et l'obésité? C'est une question qui est très intéressante et très complexe. Est-ce que je peux vous poser une contre-question, en fait? Absolument. Ça va peut-être orienter un petit peu mieux ma réponse. Mmh. Qu'est-ce qui est derrière cette question-là? Donc, quand on pose la question, est-ce que les troubles alimentaires peuvent favoriser un gain de poids ou entre guillemets, un surpoids? Qu'est-ce qui est derrière ça? Alors, il y a plusieurs choses, je pense.
déjà le lien entre la santé mentale et la santé physique, l'impact notamment des émotions sur le corps. Également, peut-être mettre en lumière l'hyperphagie qui est quand même moins connue et qui favorise la prise de poids. Et voilà, montrer que finalement, on dit souvent aux personnes grosses qu'elles ne sont pas en santé, qu'elles ne font pas assez d'efforts, qu'elles n'ont pas assez de volonté, alors que justement, souvent, il y a eu cette volonté de perdre du poids qui a pu les entraîner à en prendre davantage. Il y a eu ce mal-être également de la grossophobie subie qui a pu développer les troubles du comportement alimentaire. C'est vraiment montrer aussi que c'est un cercle vicieux. Donc évidemment, c'est une question qui en entraîne sûrement beaucoup d'autres. Oui, je comprends. Effectivement. Ben, déjà, juste apporter une observation que j'ai vue dans ma pratique. Puis je dis pas que c'est l'expérience de tout le monde, mais ce que je vois quand même fréquemment des personnes qui souffrent d'hyperphagie, il n'y a pas de type de corps. Donc, il y a des personnes dites minces, il y a des personnes grosses, il y a des personnes de tous les poids, en fait, qui peuvent souffrir d'accès hyperphagique. Et donc, déjà, de dissocier ça, hein. Donc, une personne qui souffre d'un trouble hyperphagique n'est pas nécessairement une personne grosse, et les personnes grosses ne sont pas nécessairement toutes en train de souffrir d'un trouble hyperphagique. Fait que, déjà là, il y a un préjugé. Je sais pas que c'est celui que vous avez, mais que souvent les gens vont avoir, on va associer, les gens mangent beaucoup, donc ils sont gros. Les gens sont gros parce qu'ils mangent beaucoup. Mais non, c'est tellement plus complexe que ça. Il y a tellement plus de facteurs en jeu ici qui déterminent le poids d'une personne et qui déterminent même sa capacité à en prendre ou à en perdre. Hein, on entend souvent des gens qui vont dire « Oh mon Dieu, toi, tu peux manger tout ce que tu veux, tu prends pas une once. Moi, je regarde un morceau de gâteau et j'engraisse. Hein. » On va l'entendre, celui-là. Mais ça veut juste montrer à quel point il y a... Bon, déjà, ça se peut pas, là. On peut pas regarder un morceau de gâteau et prendre du poids. Physiquement, ce n'est pas possible. Je prends la peine de le dire. Mais ça veut juste... Il y a plusieurs facteurs en compte ici. Et un de ces facteurs-là, ce sont les régimes et la restriction alimentaire. Oui. Donc, pour revenir à votre question, en fait, est-ce que les TCA peuvent favoriser je dis prise de poids parce que, tu sais, pour moi, surpoids, obésité, c'est des catégories médicales, c'est pas des termes que j'aime utiliser dans ma pratique. Donc, les régimes, cette restriction alimentaire-là, les TCA qui vont utiliser souvent une forme ou une autre de restriction alimentaire, ben, ça augmente le risque de prise de poids à long terme. Donc, en soi, je précise et je clarifie, c'est pas une mauvaise chose. Le corps est fait pour survivre. Hein. Le corps veut survivre. Donc, si on se ramène là, dans le temps là, des Cro-Magnons, là, dans le temps de la préhistoire, le corps humain, l'Homo sapiens, a besoin de survivre. Et pour survivre, tu as besoin de quoi? Ben, tu as besoin de carburant, tu as besoin de nourriture. Si je passe une longue période de temps sans manger, ou je passe une longue période de temps, puis longue, c'est très subjectif ici, là, en ne mangeant pas suffisamment, donc je ne mange pas à ma faim, le corps va avoir l'impression qu'il y a une famine. Il n'y en a plus de mammouth. Je peux plus chasser. Je suis loin des rivières, je peux pas pêcher. Saison de sécheresse, je peux pas aller cueillir mes baies. Je peux pas me nourrir. Famine. Le corps craint pour sa survie. Et là, il va tout faire en son pouvoir pour survivre. Donc, il y a des changements biologiques, des changements hormonaux dans notre corps, hors de notre contrôle, hors de notre volonté, qui va faire que les aliments denses en énergie, souvent sucrés et gras, vont être bien plus intéressants. Je vais avoir plus d'attrait pour ces aliments-là. Je vais penser constamment à la nourriture. Il faut que je pense à me mettre en action pour aller chasser ou aller cueillir ou planifier. Donc, je pense constamment à la nourriture. J'augmente mon signal de faim. J'ai faim. Je veux manger. J'ai besoin de manger. Il faut que j'aille chercher de la bouffe. Ça diminue le signal de rassasiement. Donc, là, ce signal de dire que je suis plein parce que je veux faire des réserves parce que je ne sais pas la prochaine fois que la nourriture va être disponible. Mm-hmm. Donc, le corps va tout faire ça. Il va diminuer son métabolisme. J'ai besoin de moins d'énergie au repos pour faire fonctionner mes organes vitaux. J'en ai pas beaucoup d'énergie qui rentre. Il faut que j'en utilise le moins possible. Je deviens très, très, très efficace. Mais ce qui fait que quand on arrête le régime ou quand on est en processus de rémission d'un trouble alimentaire, souvent qu'on se met
à se réalimenter. Et là, ce que je vais dire peut être très déclencheur pour quelqu'un qui actuellement souffre d'un trouble alimentaire. Hein, je tiens à le nommer. Si c'est votre cas, prenez soin de vous. C'est très important. Donc, c'est normal que le corps prenne du poids à ce moment-là. Alors, je réitère, c'est pas une mauvaise chose. Le corps est en mode survie. Le corps fait tout ce qu'il veut pour survivre. Lui, il sait pas là qu'on vit dans une société grossophobe. Lui, il sait pas là que vous allez peut-être recevoir des commentaires ou que vous serez pas bien avec cette image-là. Lui, il sait pas. Lui, il veut survivre. Puis il se dit, qu'est-ce que je dois faire pour survivre? C'est ça. Fait quand on est capable de s'accueillir avec douceur là-dedans, puis de dire, mon corps, il fait ce qu'il peut. Il fait de son mieux pour me maintenir en vie. Donc oui, ça peut favoriser un gain de poids, mais c'est pas nécessairement une mauvaise chose. En fait, c'est un fait. Après ça, toutes les émotions qui viennent autour de ça, ben, c'est ça qui est à déconstruire et à travailler. Bien sûr. C'est hyper intéressant parce que ça montre, sans forcément parler des troubles alimentaires, mais ne serait-ce que voilà les régimes, la culture des régimes est vraiment délétère puisque c'est ça, c'est un cercle vicieux en fait. Le régime va favoriser un gain de poids, le gain de poids va favoriser la grossophobie malheureusement dans notre société. La personne va sûrement refaire un autre régime et en fait ça s'arrête jamais. Est-ce que d'ailleurs le fait de faire des régimes comme ça à répétition peut déclencher des troubles du comportement alimentaire? Oui, absolument. Puis quand je dis déclencher, c'est rare que comme... En fait, c'est rare. Je pourrais pas dire. Il y a tellement de situations différentes. Mais c'est pas nécessairement un événement ou quelque chose qui va faire tout du jour au lendemain, on n'avait pas de trouble alimentaire, il est arrivé tel événement ou tel truc ou tel commentaire, et là, pouf, on est dans un trouble alimentaire full-blown. C'est très insidieux, ça se bâtit au fil du temps. Il y a aussi des facteurs de risque qui vont influencer. Est-ce qu'une personne va développer des troubles du comportement alimentaire alors que dans des circonstances similaires, une autre personne n'en développera pas? Donc, il y a des facteurs de risque, il y a aussi les facteurs de protection, et ça, c'est vraiment propre à tous et chacun, là. Donc, on peut pas dire, il est arrivé tel événement ou la personne a telle identité. Nécessairement, elle va développer un trouble alimentaire, il faut faire attention. Encore là, c'est très complexe, hein, ça, c'est mon terme que vient d'autres jours. Et qu'il faut prendre en compte tous ces facteurs-là. Puis on peut pas se culpabiliser. On peut pas faire sentir une personne coupable quand elle développe un trouble alimentaire parce que elle vit dans une société qui prône, hein, qui favorise ça. On est dans une société même qui encourage ça à certains égards, hein. Quand on encourage une personne grosse à limiter ses apports alimentaires à une certaine extrême, ou qu'on les pousse dans une activité physique extrême dans un but de contrôler le corps, on encourage des comportements en fait qui sont désordonnés, qui sont de l'ordre d'un trouble alimentaire. Donc, tu sais, c'est très insidieux tout ça. J'aimerais bien savoir comment expliquer que l'hyperphagie soit plus tabou que l'anorexie et comment expliquer du coup en parallèle que l'anorexie soit parfois un peu glamourisée. On va d'un côté, on prône l'extrême maigreur, notamment sur les défilés. Au-delà de ça, quand une personne est anorexique, on va dire oh la pauvre, elle est malade, il faut l'aider. Mais par contre, une personne hyperphagique, on va avoir moins d'empathie, moins de compassion pour ce trouble alimentaire-là. Je me demandais quand même ce que ça révèle de notre société. C'est d'une grande tristesse. Ça démontre la grossophobie. Ça démontre la grossophobie ambiante qui renforce la valorisation de la minceur et la stigmatisation de l'oppression de la grosseur. Je pense que ça part de là. Puis on a nommé aussi que la culture des régimes et du bien-être favorise le système d'oppression qu'on appelle la santéisation, donc cette responsabilité individuelle d'être en santé, hein? Donc qui nous donne la perception que la santé c'est contrôlable, c'est déterminé par nos comportements, alors que bon Dieu, il y a tellement plus de facteurs à prendre en compte ici, dont la génétique et notre environnement, sur lequel on n'a pas tout à fait le contrôle. Donc, c'est ça, cette culture des régimes et du bien-être qui nous dit que si tu n'es pas en bonne santé et si tu n'es pas mince, c'est ta faute. Tu as juste à manger les bons aliments, tu as juste à manger les bonnes quantités, tu as juste à bouger. Oui, alors que c'est bien plus compliqué que ça. Si c'était si simple que ça, est-ce qu'on en aurait? Est-ce qu'il y a une personne qui ferait réellement le choix de dire
je veux être stigmatisée et opprimée. Je ne crois pas. Je ne crois pas non plus. Il y a une diversité de corps, il y a une diversité de personnes. Mais je pense que justement, l'hyperphagie, elle est peut-être taboue parce qu'elle est associée aux préjugés reliés à la grosseur, parce qu'on associe hyperphagie à grosseur. Oui. L'anorexie, dépendamment du degré, je vais dire, tu sais, quelqu'un qui est très, très maigre va aussi subir de l'oppression et de la stigmatisation. Bien sûr. Comparé à une personne qui serait mince, mais qui aurait pas cette maigreur extrême-là. Je veux quand même le souligner, là, que ces personnes-là aussi subissent de la stigmatisation. Il y a plein de préjugés. C'est différent parce que la société leur rappelle pas constamment que leur corps n'est pas la bienvenue. Tu sais, dans le mobilier urbain, par exemple, ou les transports en commun, les salles de spectacle, une personne très, très, très mince peut quand même aller s'asseoir dans ces endroits-là, alors qu'une personne qui est très grosse ne pourra pas. Donc, il y a quand même une différence d'un point de vue systémique dans l'expérience de ces personnes-là. Mais je pense que c'est le fait qu'on est dans une société qui est grossophobe, je me répète, là, mais qui va valoriser la minceur, puis qui repose la responsabilité sur l'individu, sur chaque personne. Je pense que c'est ce qui fait qu'un va être plus vu comme une maladie, donc être vu comme empathique et on va prendre soin de toi comme vous disiez. Mais encore là, il y a le préjugé aussi que les personnes qui souffrent d'anorexie, ben, ils ont juste à manger. Mais arrête de chialer, fais juste manger. Et mon tout. C'est beaucoup plus complexe que ça, là. Bien sûr, oui. C'est pas ce que tu veux, tu peux, là. C'est pas ça ici, là. Donc, voilà. Je pense que ça explique bien. Tout à l'heure, vous avez évoqué certains préjugés associés notamment à l'hyperphagie, l'idée qu'une personne qui fait de l'hyperphagie est forcément grosse alors que c'est pas nécessairement le cas. Quels sont, je me demandais, les préjugés principaux associés à chaque trouble du comportement alimentaire? Avant de répondre, les gens qui nous écoutent, puis peut-être vous pouvez faire l'exercice aussi, si je vous dis le terme anorexie nerveuse, qu'est-ce qui vous vient en tête comme image? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Juste, oui. Juste s'imaginer qu'est-ce qui vient en tête. Bien sûr. J'ai pas de problème à répondre parce que je sais que ce sont des préjugés et je travaille vraiment à déconstruire tout ça. Mais c'est vrai que j'ai conscience que l'anorexie, la première image qui vient en tête, c'est une personne qui est très maigre, qui est presque squelettique. Et pourtant, j'ai moi la première conscience que c'est faux puisque j'ai souffert d'anorexie il y a plusieurs années quand j'étais, on va dire, adolescente. Et c'était une période où personne en fait ne s'en est rendu compte. Pourquoi? Parce que j'étais à cette époque en fort surpoids, j'étais vraiment grosse. Puis j'ai commencé à faire des régimes et j'ai perdu beaucoup de poids et tout le monde me félicitait. Voilà. Et puis j'ai atteint un poids qui était en fait normal. Sauf que à la fin, c'était plus vraiment des régimes, c'était vraiment devenu du trouble alimentaire. Je restreignais mes calories, je mangeais plus grand chose, je faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup de sport. Et en fait, personne ne l'a su parce que je n'étais pas justement squelettique comme les gens peuvent imaginer une personne anorexique. Donc oui, forcément. Mais oui, bien sûr, moi la première, quand on me parle d'anorexie, j'imagine les filles très maigres. Et alors, en plus, un autre préjugé, mais voilà, les filles, parce que après, c'est statistique, je sais que les femmes en souffrent plus, mais c'est vraiment, c'est ça. Le premier préjugé, c'est une femme. Deuxième préjugé, très maigre. Voilà. Mais peut-être qu'il y en a d'autres. Non, mais c'est vraiment... Puis on dit femme, mais en fait, c'est souvent... C'est fille, hein? C'est vraiment dans l'adolescence, dans la préadolescence, c'est ce qu'on va s'imaginer. La blancheur aussi, on s'imagine une fille blanche, on ne s'imagine pas une fille d'une autre ethnicité. Et cette maigreur-là, c'est une fille qui va être émaciée, hein? Donc qu'on le voit. Hein? Il y a un visage, il y a un corps, alors que pas du tout. Pas du tout. Une personne grosse pourrait souffrir d'anorexie. Une personne dans un corps dit, il n'y a pas vraiment de terme en anglais, là. En anglais, dit straight size.
Donc, on pourrait dire une personne qui est non très mince ou non grosse, qui se retrouve entre les deux. D'accord. J'ai pas encore trouvé de bons termes en français. Je patauge tout le temps quand vient le temps de cette question-là. Oui, moi aussi, je trouve ça difficile. On a tendance à dire une corpulence normale, mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire normal, en fait? C'est Eh ben voilà. problématique, Oui. oui. Le normal insinue que ce qui est au-delà et ce Que qui est le en reste dessous est est anormal. anormal, alors que je pense que si on regarde les statistiques, tu sais, je me souviens plus c'était quoi par exemple, mais je crois que c'est aux États-Unis la taille qui revient le plus souvent, là, la plus fréquente en fait, là, la Oui, moyenne des tailles, on se retrouve plus dans des tailles 12-14, je pense, quelque chose comme ça. oui. Qui Ce sont qui est l'équivalent considéré. de 42-44 en France. Je précise pour Ah, ok. les personnes françaises qui nous écoutent. Parfait, merci. Donc, qui est souvent perçu comme une personne qui serait dans un corps gros. Oui. Mais c'est ça qui serait considéré comme le, entre guillemets, normal, si on veut utiliser ce terme-là, parce que c'est ce qui revient le plus souvent. Mais souvent, quand on va dire normal, c'est qu'on s'imagine les standards, hein, les standards de beauté, les standards corporels qui nous sont présentés dans les médias. C'est ce qu'on voit le plus souvent, c'est ce qui nous est présenté, représenté. Donc, on s'imagine que c'est ça qui est normal parce que c'est ce qu'on voit le plus souvent dans nos écrans, dans nos magazines, dans nos livres, etc. Mais effectivement, le concept de normalité peut être challengé à plusieurs égards. Oui. Mais pour revenir aux préjugés là, associés aux différents troubles du comportement alimentaire, je dirais que j'ai nommé celui qui est le plus classique, le plus typique, celui qu'on entend et qu'on voit souvent. Mais après ça, ça va dépendre de chaque personne. Donc, c'est pour ça que moi, j'invite les gens à faire cet exercice-là de, quand vous nommez les troubles alimentaires, qu'est-ce que vous vous imaginez comme image? Ou si vous faites une recherche dans un moteur de recherche sur Internet, qu'est-ce que ça vous sort comme image? Et là, de se rappeler que n'importe quel type de corps peut souffrir d'un trouble du comportement alimentaire et que surtout, notre perception stéréotypée, et c'est ce que vous avez vécu aussi, fait en sorte que plusieurs personnes ne seront pas détectées et elles-mêmes peuvent être dans le déni Mhm. de leur situation. Dire, ben non, je peux pas souffrir d'anorexie, regarde le corps que j'ai. Oui. Ben non, c'est impossible que je souffre de X, Y, Z parce que ma souffrance, elle est pas tant, ou mon comportement, il est pas si pire que ça. Hein, ça, combien de fois je l'entends, là. Ah, c'est pas si pire que ça, il y en a que c'est pire que moi. Oui, il y aura toujours plus pire. Ça se dit pas, mais il y aura toujours pire que soi. Mais là, on n'est Oui. pas en comparaison avec les autres, on est en comparaison avec soi. Ça, c'est difficile. Mais effectivement, ces préjugés-là, là, ça va affecter leur bien-être, ça va affecter leur capacité à s'accepter ou à accepter ou à demander de l'aide. Ça va faire en sorte que, professionnels de la santé ou pas, hein, ça peut être les proches qui vont pas le détecter. Donc, c'est vraiment l'état psychologique qui reflète. Un trouble alimentaire, ce n'est pas l'image du corps. Ce n'est pas l'apparence du corps. C'est vraiment important. Ça m'amène justement à ma question d'après. Vous avez commencé déjà à évoquer cette réponse, puisque vous parliez des professionnels de santé. Comment Mm-hmm. expliquer le sous-diagnostic médical des troubles alimentaires chez les personnes grosses? Justement, à cause de ces préjugés-là. C'est tout Oui. à fait à cause de ces préjugés-là. Et c'est là qu'il faut se rappeler que les critères diagnostiques, hein, on revient au fameux DSM, les critères diagnostiques, ils reposent sur des comportements. Ils reposent sur des attitudes, sur des émotions, sur un degré de souffrance. Ils ne reposent pas sur une forme corporelle. Mhm. Donc, il y a beaucoup, il y a un terme pour ça s'appelle la grossophobie médicale. Donc, c'est la grossophobie au sein des professionnels. On dit médical, mais c'est pas juste les docteurs, les médecins, c'est vraiment au sein de tous les professionnels de la santé, où il va avoir ces biais anti-grosseur, conscients ou non. Ce sont des êtres humains qui font partie de la même société que nous, souvent une formation académique qui est grossophobe à certains égards, en fait, très, très ancré. Donc, on médicalise le poids, voilà. Fait que c'est très, très ancré aussi, là. Fait que c'est pas que c'est des mauvaises personnes. Elles sont influencées au même titre que n'importe quel être humain dans notre société. Faut le rappeler. Donc, ils sont pas protégés de leurs biais non plus. Donc, c'est important c'est pour ça qu'on fait de la formation, entre autres, pour les professionnels de la santé, pour les amener à prendre conscience de ces biais-là, de ces préjugés-là qu'ils ont, puis d'accueillir toutes nos émotions qui viennent. Parce que en tant que professionnel de la santé, quand tu te rends compte
que tu as ces préjugés-là, tu fais « Hein, tu veux pas causer du tort, hein, le first do no harm. Tu veux tellement pas faire du tort. Et là, tu te rends compte que tu en as probablement fait ou que tu en fais. Fait que c'est très difficile à accepter et à passer à travers ça. Mais c'est ce qui va amener souvent le sous-diagnostic de certains troubles alimentaires chez certains types de populations avec certaines identités. Si on comprend pas bien toutes les ramifications, les complexités, où on prend pas le temps de poser des questions, où on fait j'ai le mot assumption, on assume, c'est pas un bon mot en français, hein? Des suppositions. On prend pour acquis des suppositions, on prend pour acquis des comportements en lien avec l'apparence, le poids ou l'identité d'une personne. Justement, comment faire là vraiment à l'échelle plutôt personnelle, puisque au-delà donc des soignants, des professionnels de la santé, vous disiez tout à l'heure que les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire et leurs proches ne sont pas toujours susceptibles de les détecter. Quels sont les signes qui doivent alerter et à quel moment est-ce qu'il faut consulter? Déjà, aller consulter, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. Okay? Dès qu'on ressent une souffrance, une détresse ou que ça prend trop de place dans notre vie, et le trop, il est très subjectif ici. Hein? Si à nos yeux, notre rapport, notre relation à la nourriture et à notre corps prend trop de place, on nous fait souffrir selon nos critères à nous, c'est un bon moment pour demander de l'aide. Donc, on n'a pas besoin d'attendre un certain degré, on n'a pas besoin de regarder des listes, est-ce que je rentre dans les critères? On n'est pas bien dans notre relation à la nourriture, au corps, on consulte. Je dis tout simplement, après ça, il faut avoir accès aux ressources. Là. Ça, c'est un autre cheval de bataille. C'est un autre niveau de complexité. Ces services-là sont pas nécessairement accessibles, sont pas nécessairement abordables pour tout le monde. Mais d'aller chercher de l'aide comme on peut, où on peut, ça, dès qu'on se sent pas bien là-dedans. Maintenant, pour les proches, qu'est-ce qu'on peut observer? Et là, je vais nommer des choses, je vais nommer des signes. Ça veut pas dire qu'il y a ce signe-là que nécessairement une personne souffre d'un trouble du comportement alimentaire. Okay, donc, c'est pas, je vais donner un exemple, là, le retrait social en est un, donc quelqu'un qui va avoir tendance à s'isoler. Une personne qui s'isole n'a pas nécessairement un trouble alimentaire. Donc, il faut le préciser, ça peut être autre chose. Ça peut être quelqu'un d'introverti, ça peut être quelqu'un qui a besoin justement de s'isoler parce qu'elle est surstimulée d'un point de vue sensoriel. Ça peut être quelqu'un qui se retire parce qu'elle est en dépression. Il y a plein de raisons qui peuvent expliquer un retrait qui peut être problématique ou pas. Mais si plusieurs signes sont présents, puis vous connaissez vos proches, là, des fois, ça va être des petits drapeaux, puis l'accumulation de petits drapeaux fait comme « Ah, OK, il y a peut-être quelque chose à porter attention, à garder un petit œil curieux. » Donc, quelqu'un qui a une grande préoccupation par rapport à son alimentation, par rapport au contenu de l'assiette, les ingrédients utilisés. Puis, je parle pas de quelqu'un qui est épicurien puis qui pose des questions au chef puis qui est juste curieux de savoir comment le mets est composé, là. Je parle de quelqu'un qui a une préoccupation de qu'est-ce qui a été mis parce que quel impact ça va avoir. Je parle pas non plus d'allergie. Là, on se comprend, là, il y a pas de nuances à tout ça. Mais quelqu'un qui a cette grande préoccupation, les calories, le poids, ce que les gens pensent d'eux, de leur corps, de leur image. N'importe quel grand changement aussi au niveau des habitudes alimentaires. Donc, tu sais, quelqu'un, par exemple, je vais donner un exemple là, au hasard comme ça, qui a toujours aimé les desserts, qui a toujours mangé des desserts, puis là, du jour au lendemain, où, tu sais, progressivement, on se rend compte que, il n'en mange plus jamais de dessert. Ah, OK. Ben, il y a quand même un petit quelque chose, encore là, c'est pas nécessairement signe d'un trouble alimentaire, mais on peut porter attention, être un petit peu plus curieux, curieuse. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui a amené ce changement-là? Comment la personne vit ce changement-là aussi? Je l'ai nommé un retrait social, mais ça peut être un retrait au niveau à la table aussi. Hein? Donc, des enfants, des ados qui vont vouloir manger plus souvent dans leur chambre ou qui vont trouver toutes sortes d'excuses pour éviter de manger avec d'autres personnes. Ah, j'ai déjà mangé. Ah, j'ai pas faim. Je mangerai plus tard. Oh, j'aime pas ça. Je me ferai autre chose tantôt. Finalement, il n'y a pas de tantôt. Ou il va y avoir un tantôt, mais les aliments choisis vont être beaucoup plus contrôlés selon les règles que le trouble alimentaire va dicter. Donc, quelqu'un qui a une faible estime de soi, quelqu'un qui a des idées par rapport à son image corporelle, hein, quelqu'un qui va faire des commentaires par rapport à son corps. Et nous, d'un point de vue externe, on va faire « Oh, mais il me semble qu'il y a comme un décalage entre ta perception de ton corps et ce que moi je perçois. »
Fait que ça veut pas dire que la souffrance de cette personne-là n'est pas réelle. Ça veut simplement dire qu'il y a une distorsion d'un point de vue de son image. Puis là, oh, il y a peut-être un petit signe là quelque part. Quelqu'un qui va manger en cachette. Hein, si on se met à retrouver des emballages de papier ou souvent du resto, du take-out là, dans la voiture, en dessous du lit, en dessous du matelas, des poubelles pleines. Et tu fais, oh, peut-être que la personne elle a honte de ce qu'elle mange. Donc, cette honte-là de ce qu'on mange peut être un signe que la relation à la nourriture est peut-être pas tout à fait saine. Peut-être c'est ce qu'on va remarquer, c'est ce sentiment de honte, d'isolement, puis des changements dans les habitudes ou dans l'état général de la personne aussi. Hein. C'est toujours signe qu'il y a quelque chose à être un petit peu plus attentive. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour aider cette personne si on constate ce genre de signes? Ça dépend de notre client. Hein. C'est rare que d'arriver au front et de dire « Hey, t'as un trouble alimentaire, toi! » C'est bien rare sûr. Que c'est bien reçu. C'est rare. Souvent, il va y avoir, si effectivement il y a un trouble alimentaire, il risque d'avoir une grande colère, une grande réaction. Hein. Un trouble alimentaire, c'est un peu comme un intimidateur. Donc, quand tu veux repousser l'intimidateur, il va être plus fort, il va prendre plus de place, il veut garder son emprise, il veut garder son pouvoir. Donc, ça devient un jeu de pouvoir, finalement. C'est souvent pas très constructif. Mais d'apporter ça avec plein de douceur, plein de compassion, plein de bienveillance. J'ai remarqué telle chose ou, tu sais, la bonne vieille question, comment ça va? Mais mean it, tu sais, avec intention et vraiment pas un ah, allô, comment ça va? Un vrai comment vas-tu? Être prêt à entendre la réponse, même si la réponse est plutôt négative. Ben voilà, exactement. Mais pour poser ce type de questions-là et pour que la personne se sente à l'aise de réellement répondre, ben il faut qu'il y ait un lien de confiance. Il faut qu'il y ait un lien là, parce que si la personne elle nous fait pas confiance, même si on lui demande avec toutes nos bonnes intentions, toute notre belle sincérité, elle va pas s'ouvrir nécessairement, elle ira pas dans sa vulnérabilité. Donc, ça peut être très délicat. Il y a des outils, je connais pas les outils, les ressources qui existent en France, peut-être que vous pourrez compléter. Au Québec, on a un organisme, entre autres, qui s'appelle ANEB, donc, qui est un organisme œuvrant en troubles alimentaires, et ils ont une ligne d'écoute qui est gratuite. Donc, autant pour les personnes qui souffrent que les personnes qui côtoient ces personnes-là. Donc, quand on a un doute, on appelle cette ligne d'écoute-là qui est gratuite, c'est presque 24/7. Et on peut poser nos questions pour dire, j'ai observé telle chose, comment je peux accompagner cette personne-là ou comment moi je peux me protéger ou prendre soin de moi pour mieux prendre soin de proche. De mon enfant, du proche, exactement. Mon conjointe, etc. Est-ce que c'est possible de guérir des troubles du comportement alimentaire? J'ai l'impression qu'on entend un peu tout et son contraire à ce sujet et voilà, je me demandais est-ce qu'on peut en guérir vraiment de façon durable? Ouais, c'est le mot guérir, je pense, le mot guérison qui résonne différemment chez différentes personnes. Pour moi, cette question-là, c'est un peu difficile d'y répondre parce que ça sera pas moi d'un point de vue clinique extérieur qui va faire comme un check. Tu sais, ah, tu es guérie, voilà, t'es bonne pour le reste de ta vie, merci, bonsoir. Chaque personne va le définir, va définir qu'est-ce que ça veut dire, la guérison, pour cette personne-là. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, être guérie de mon trouble alimentaire? Ou peut-être qu'est-ce que ça veut dire être mieux? Ou qu'est-ce qui me convient? Je pense que dans ces termes-là, est-ce que c'est possible d'atteindre un état dans lequel on est bien? Ça, je peux répondre oui. Après ça, pour dire est-ce que c'est possible de guérir d'un trouble alimentaire, ben ça dépend de ce que la personne entend par guérir. Si ça veut dire ne plus jamais avoir d'un certain comportement, c'est possible, hein, grâce à de la psychothérapie, ça peut être un suivi nutritionnel, un suivi médical, le soutien de la communauté est hyper importante aussi. Donc, de retrouver des gens qui vivent les mêmes choses que nous, des choses similaires à nous. Hein. Il n'y a pas deux personnes qui ont la même expérience, mais des gens qui partagent nos identités pour qu'on se retrouve, qu'on se reconnecte, qu'on se reconnaisse. Et de comprendre que le trouble alimentaire, il y a une fonction. Il y a une raison pourquoi le trouble alimentaire, il est là. Je dis pas que c'est simple et que c'est à valoriser puis dire oui, continue le trouble alimentaire. Il y a une raison d'être. Puis de comprendre cette raison d'être-là, cette fonction-là, peut aider justement dans le processus de guérison ou d'aller mieux.
Est-ce qu'on peut trouver d'autres stratégies pour répondre à ce besoin-là que le trouble alimentaire comble? En tout cas, ça reste positif. On peut se Oui, sentir mieux, on peut ne plus avoir les symptômes cliniques du trouble alimentaire. absolument. Donc ça, je trouve super important de le souligner. Il y a la lumière au bout du tunnel, positive. Oui, Oui. absolument. C'est possible. J'ai une autre question qui est Mhm. sur un sujet qui est un peu corrélé évidemment aux troubles du comportement alimentaire. Donc l'enquête Ipsos dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a été publiée en 2022, elle met en évidence le concept d'anxiété alimentaire, une sorte de zone grise dans notre relation avec la nourriture qui serait à la limite des TCA. Donc c'est pas tout à fait un trouble du comportement alimentaire, mais on en est finalement pas loin. Ça reste en tout cas une relation qui est quand même assez anxieuse à la nourriture. Est-ce que vous êtes familière avec ce concept et si c'est le cas, est-ce que vous pouvez l'expliquer? J'avoue que la terminologie concept d'anxiété alimentaire, non, je l'avais jamais entendu. Oui. De faire de l'anxiété face à notre alimentation, oui. Mais moi, ça me fait penser à deux choses, en fait. Donc, une chose que j'ai beaucoup discuté depuis le début, c'est que notre relation à la nourriture et à notre corps est un spectre. Donc, oui, il y a des critères diagnostiques très clairs pour dire est-ce qu'on a un trouble alimentaire ou pas. Mais Oui. après ça, si on ne répond pas à ces critères-là, la souffrance et les comportements, les attitudes, les émotions sont tout à fait réels. Donc ça, oui, tout à fait. Moi, je le reconnais, puis je le vois, mon Dieu. Je pense que c'est comme 99% de ma pratique là, de gens qui se retrouvent dans cette catégorie-là. Et ça me fait beaucoup penser à l'orthorexie, en fait, qui n'est pas un diagnostic de troubles alimentaires, mais si on regarde la définition de ce qu'est l'orthorexie, on parle d'un comportement névrotique caractérisé par l'obsession d'une alimentation saine. Ok. Donc, c'est vraiment une préoccupation excessive, limite obsessive pour la saine alimentation, donc le bien manger. Fait que je pense que c'est peut-être ça qu'on peut définir par anxiété alimentaire dans ce contexte-là. Oui. Parce que ça pourrait être, on pourrait vivre d'anxiété face à notre alimentation pour plein d'autres raisons, mais je pense pas Bien que c'est sûr. ça le cas ici. Là. Ça peut être de l'éco-anxiété, ça peut être en lien avec des textures, des odeurs. Les chercheurs et les chercheuses de l'étude ont défini donc ce qu'ils appellent l'anxiété alimentaire comme le fait que l'alimentation devient une préoccupation excessive et chronique et impacte la santé physique et ou psychologique sans relever pour autant d'un trouble du comportement alimentaire dans sa définition médicale. Donc oui, ça revient à ce que vous disiez en fait. Exactement. On parle vraiment dans ce contexte-là du concept d'orthorexie là, qui a été défini par Stephen Bratman pour les personnes qui veulent faire des recherches sur le sujet. Donc oui, c'est ça. On passe énormément de temps à choisir, à penser, à préparer nos aliments. Ça prend beaucoup de Mhm. place dans notre vie. Ça a un impact sur nos relations avec nos amis, notre famille. Ça peut avoir un impact sur nos études, notre travail, sur nos loisirs. C'est ça. C'est envahissant, là. Je vais aller encore plus loin. Alors là, vous pouvez me dire, hein, bien sûr, si je me trompe, mais Bien sûr. est-ce qu'on ne souffrirait pas tous un petit peu d'anxiété alimentaire, notamment à cause des injonctions sociétales? Parce que quand on regarde, au final, il y a beaucoup plus de gens qui font des régimes que de gens qui n'en ont jamais fait. Tout le monde se préoccupe, tout le monde, encore particulier les femmes. Bien sûr, quand je dis tout le monde, j'englobe un peu, peut-être qu'il y a des personnes qui sont quand même dans une relation plus acceptante avec leur corps et je l'espère. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'une grande majorité des gens, ben voilà, se préoccupent de à quoi ressemble leur corps. Oh là là, est-ce que je vais être bien dans le maillot cet été à la plage? Attention, faut pas se resservir parce que là, tu as suffisamment mangé. Enfin, il y a quand même vraiment une préoccupation constante, même de savoir, ah bah, il y a combien de grammes de sucre dans ce plat? Ah non, mais là, bon, je vais pas prendre de dessert parce que, j'ai beaucoup mangé, au repas d'avant. Enfin, est-ce Mhm. que voilà, c'est pas quand même, un vrai phénomène de notre société, de la société dans laquelle on vit en ce moment? Oui, mais j'aime bien ce mot préoccupation, en fait. Ouais. Je pense que oui, cette préoccupation face au corps, face à l'alimentation, effectivement, est très présent par la société dans laquelle on vit, comme on a discuté plus tôt, tout ça, tout à fait.
Anxiété, c'est quand même une coche de plus, une étape de plus. Je n'irais peut-être pas à dire qu'on souffre tous un peu d'anxiété alimentaire, je ne crois pas. Mais que ces préoccupations-là ou que ces oppressions-là, ces systèmes d'oppression en place, qui sont systémiques, qui c'est comme la trame de fond de notre société, nous influence tous et toutes. Donc, moi, je pense que oui, effectivement, c'est à différents degrés. À différents degrés. Il y a des personnes qui sont très bien dans leur corps, qui ont une très belle acceptation de leur corps. Ça veut pas dire que c'est 100% bien sûr, mais ça veut pas dire que c'est 100% du temps. Donc, ils vont avoir des journées où ça va être plus difficile au niveau de leur image corporelle. On est humain, être humain, c'est fluide. Oui. C'est pas linéaire, c'est pas du tout ou rien. On n'est pas dans la binarité, on est dans les nuances de gris qu'on dit. On est dans de la complexité. Je reviens avec mon mot complexe. Donc, il va y avoir des bonnes, des moins bonnes journées. Au niveau de notre relation, notre rapport à la nourriture, c'est la même chose. Il y a des journées où ça va être plus envahissant, dépendamment du contexte avec qui on se retrouve, la période de l'année, justement, le moment où on sort le maillot de bain du garde-robe, là, il peut y avoir des questions ou des pensées qui arrivent. Mais c'est pas parce qu'il y a des pensées qui arrivent qu'on va nécessairement prendre action ou que la souffrance va être associée. La pensée peut être là, peut passer, puis on fait « Ah oui, c'est vrai, comment je vais avoir de l'air à la plage? » Mais bon, mon travail d'image corporelle est fait, j'ai les outils, où généralement ma relation à mon corps, elle est bonne, dépendamment de mon identité aussi. Là, on s'entend que quelqu'un qui est dans, si on parle du spectre de la grosseur, plus une personne va être grosse, plus elle va subir de discrimination, donc plus ça peut être difficile dans cette expérience-là. Il y a plusieurs personnes, puis là, j'arrive pas à me souvenir, mais non, puis là, je me sens mal, mais qui disent, la citation est en anglais, donc je vais vous la traduire, là, mais je ne peux pas, en fait, je vais le dire dans mes mots, je pense que ça va être plus facile, là, mais une personne qui, réellement, là, tu sais, elle s'aime dans son entièreté, ou elle s'accepte dans son entièreté, dans son corps, dans ses habitudes alimentaires, peu importe ce qu'elles sont, elle sort de sa maison, elle sort de son cocon, n'empêche qu'elle met le pied dans une société qui va lui rappeler que son corps est inadéquat. Et il y a une très grande injustice ici. Et c'est ça qu'il faut travailler à changer. Donc, on revient, c'est pas une responsabilité individuelle de faire ce travail-là sur soi. Parce que plus une personne est grosse, plus la société va lui rappeler que son corps n'est pas la bienvenue. Pour finir sur une note positive, oui. Comment sortir de ça justement? Comment déjà soi-même à l'échelle individuelle, quand on n'est pas à l'aise avec son corps, quand on est justement préoccupé par son apparence physique, son alimentation, comment en sortir? Et puis ensuite, dans un deuxième temps, en tant que membre de la société, comment faire pour sortir de ces injonctions sociétales? Grosse question. J'essaie d'y Un gros répondre sujet. simplement et brièvement. Oui, c'est un gros sujet. Et j'ai pas toutes les réponses, évidemment. Il y a des choses qu'il faudrait demander aux personnes concernées aussi, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui faciliterait leur vie ou qu'est-ce qui ferait en sorte, qu'est-ce qui serait aidant pour ces personnes-là? Et une chose qui est, pour moi, cruciale, c'est de se poser personnellement la question, qu'est-ce qui est important pour moi? Oui. Donc, faire un travail de connexion à soi, puis, je dis oui, connexion au corps et aux besoins physiques, mais aussi aux besoins émotionnels ou à nos croyances, à nos valeurs. Donc, à quoi on veut accorder de l'importance. Donc, le système ne changera pas demain. On peut prendre plein d'actions pour essayer d'améliorer les choses, mais entre vous et moi, ça ne changera pas demain matin. Là. C'est cette culture des régimes, cette grossophobie, il y a des belles avancées, il y a des beaux changements, c'est très, très, très positif, mais ça reste que il y a des choses qui restent très présentes. Là. Donc, comment on veut naviguer là-dedans? Donc, d'un point de vue très personnel, qu'est-ce qui est important pour moi? Sur quoi je vais accorder de l'importance? Puis comment je veux vivre ma vie? Donc, de faire un travail de paix avec la nourriture, donc d'apprendre à se connaître dans ses préférences, dans ce qui nous fait plaisir, dans ce qu'on aime manger, dans ce qui nous satisfait, ce qui nous nourrit, puis ce qui nous nourrit dans tous les sens du terme. On peut faire un travail sur notre image corporelle en prenant compte des limites que ce type de travail-là peut avoir, là, justement, selon nos types d'identité.
Il y a un beau travail à faire aussi avec, de se connecter avec son monde intérieur. Donc, tout le travail de relation aux émotions, de vivre ses émotions peut énormément faire du bien. Je dis pas que c'est facile. Je dis pas que c'est agréable tout le temps. D'accueillir sa tristesse, sa colère, son désespoir face au système d'oppression, justement, ça... Oh! C'est pas facile, mais d'accueillir ces émotions-là et de les vivre peut faire vraiment du bien. Quand on parle du long terme, donc on reste pas pris avec ces émotions-là. Donc ça, c'est plus un travail en psychothérapie, là, justement. C'est pas une consultation avec une nutritionniste qui va beaucoup vouloir vous aider là-dessus. Et ultimement, en tant qu'humain de la société, c'est de challenger les préjugés, donc de les nommer, donc de pas être silencieux ou silencieuse face à des comportements ou des attitudes qu'on jugerait inacceptables. C'est de ne pas faire de commentaires sur le poids des autres. La personne a pris du poids, elle a perdu du poids, on n'a pas besoin d'en parler. Il y a plein d'autres choses super intéressantes dont on peut discuter. Hein? La personne a choisi de prendre une deuxième portion, on n'a pas besoin de faire de commentaires. Il n'y a rien à dire. La personne a se nourri, magnifique. On n'a rien à dire. Donc, si on pouvait limiter les commentaires et dès la plus tendre enfance, ce serait magnifique. Déjà, ça ferait une belle différence. Si on pouvait reconnaître un individu pour ce qu'il est et non pour ce qu'il a l'air, je pense qu'on peut faire un bout de chemin avec ça. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Ça fait plaisir. Est-ce que vous avez peut-être quelque chose à ajouter, un dernier mot que vous souhaiteriez donner à nos auditeurs? Ah là là, le fameux mot de la fin. J'ai envie de vous dire que vous avez le droit d'être bien, tel que vous êtes. Puis bien, peu importe ce que ça veut dire pour vous, vous méritez d'être bien, tel que vous êtes maintenant. Vous n'êtes pas trop, vous n'êtes pas assez, vous êtes juste vous. And that's good enough. C'est super. C'est un très beau mot de la fin. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci. Vous venez d'écouter le 5e épisode du podcast Grossophobia. C'était un échange avec Marie-Lou Morin, diététiste nutritionniste à Montréal et créatrice de Manger en Harmonie. Un grand merci à elle d'avoir accepté de répondre à toutes mes questions. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. À bientôt!